on est en train de se préparer pour notre live. En même temps que toi, je l'ai juste transféré tout partout sur les pages pour que les gens puissent se joindre à nous. Marielle, merci d'être là. Je vais transférer moi aussi sur ma page personnelle également. Entrevue Jumelle Martyr. Voilà. Et voilà, c'est partagé aussi. Écoutez, je vous remercie d'être présents. Les gens se joignent tranquillement à nous. Je veux vous remettre en situation. On est à l'entrevue de Isabelle Grenier, qui est à la droite, que je vais voir à l'écran. Vous êtes à la droite et vous avez Mireille Grenier, qui ont écrit le livre Les jumelles martyrs. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de leur histoire. Ces deux personnes-là ont vécu un drame. On appelle ça un drame parce qu'ils ont été placés. Vous pourrez me justifier par la suite. Là, je vais y aller dans ma compréhension parce que j'ai fait la lecture de ce livre-là. Et avant toute chose, je vous les ai présentés puis je veux les remercier publiquement d'être là, d'avoir accepté cette invitation-là pour faire cette entrevue. Vraiment, c'est quelque chose d'avoir lu un livre puis de vous avoir là suite à toute l'histoire dont on va pouvoir vous raconter un petit peu parce que je veux pas tout lire, je veux pas tout dire ce qui est dans le livre parce que je veux que vous ayez le lire parce que ça vaut vraiment la peine. Ça m'a donné la chair de poule. Par moments, j'ai été dans la peau d'Isabelle. Par d'autres moments, j'étais dans la peau de Mireille parce que c'est des personnes qui sont dans des âges similaires à nous. Et ce qu'ils ont vécu, c'est pas croyable. Je me dis, on pouvait comprendre peut-être avant, jadis, mais maintenant, de voir que des personnes ont subi des agressions sexuelles, des agressions physiques, mentales, parce que c'est du civisme qu'on faisait à ces personnes-là, mais ça puis c'est un très jeune âge, soit dit en passant. Vous avez subi ça, Isabelle et Mireille, de l'âge de 2 ans aller jusqu'à 6 ans environ, où ce que ça l'a... La première partie, du moins, là. Mm-hmm. Oui, la première partie, c'est de 2 ans et 8 ans. De 2 ans et 8 ans. Écoutez, je vais vous essayer d'en parler vous-même parce que j'ai envie de vous entendre, parce que je veux voir le processus que vous avez dû faire. C'est ça que je veux qu'on parle avec les gens, où vous en êtes rendu, parce qu'à la naissance, dès la naissance, vous avez été livré à la crèche. Est-ce que c'est ça? C'est ça, Miséricordie de Montréal. OK. Et suite à ça, vous avez été là pendant quand même 2 ans parce qu'on voulait trouver un foyer, si j'ai bien compris durant la lecture, trouver un foyer où il acceptait les 2 jumelles, et ça pour fin d'adoption. Ah oui. Oui. Okay. On voulait, effectivement, c'est qu'on cherchait un foyer pour deux filles, 2 bébés filles, pour placer ensemble, mais c'était pas évident de trouver un foyer qui pourrait adopter 2 bébés filles. Parce que les gens, à l'époque, avaient quand même des fermes laitières, exploitaient la ferme, et les gens souhaitaient plus adopter des garçons. Okay. Alors, nous, ça justifiait, en tout cas, on arrive à se justifier qu'on a été à la crèche pendant 2 ans et 3 mois, ce qui est quand même très considérable dans le développement d'un enfant. Et dû au fait qu'on était des filles et que nous étions 2. C'est ce qui fait que ça a été plus difficile, j'imagine, pour les services sociaux de nous placer. OK, parfait. Et je veux mettre les gens dans le contexte. On parle de 1965. On ne parle pas de 1920, là. On parle de 1965, là. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en situation, là. Moi, j'en chair de poule juste d'en parler parce que c'est un petit peu ce que ça me fait lorsque je l'ai lu. Je l'ai lu d'un bout, OK? Je n'ai pas pu m'arrêter. Je n'ai pas pu, parce que je devais essayer de comprendre comment ça se faisait avec les civistes qui avaient subi d'être là puis d'avoir osé écrire ce livre-là, premièrement, parce que félicitations, parce que honnêtement, ça prend un courage énorme de livrer, parce que dedans, il n'y a pas de censure, là. Je vous dis que j'ai fait, my God, c'est dur à lire par bout. Je vous dirais qu'il y a des moments où il y a été à 2 reprises où j'ai fermé le livre, là, parce que je disais, voyons donc, ça n'a juste pas d'allure, il fallait que je respire, parce que c'est inconcevable. C'est impressionnant de voir la force que vous avez, encore aujourd'hui, mais que vous avez eu de continuer. Je pense que le fait d'être 2, est-ce que ça peut vous avoir aidé? C'est la plus grande résilience qu'on a eue ensemble. C'est sûr, la complicité qu'on avait ensemble, ça donnait une force supplémentaire
pour pouvoir survivre à ce drame-là, justement. Parce que, faut dire, c'est vraiment un drame très intense qu'on a vécu. Mais sans avoir été deux, moi, humblement, je dis que je ne serais pas passée au travers. Parce que ça exige une force morale, une force mentale sur de longues périodes de temps. C'est usant énormément. Et Isabelle a été pour moi vraiment la personne qui m'a sauvée. Une chance que j'ai été avec Isabelle parce que c'est drôle que vous disiez ça, Mireille, parce que à l'intérieur, on voit que c'est vous qui êtes la plus refermée, je dirais, qui est la plus... Isabelle était plus le caractère où ce que moi, je me disais, ah oui, vas-y, c'est comme, ça venait vraiment parce qu'elle était plus rebelle. On peut dire ça comme ça? Oui. Et vous dites, vous étiez plus renfermée, mais par moments, c'est vous qui disiez à Isabelle, à d'autres moments, où c'est vous qui disiez à Isabelle quoi faire ou comment faire. Et c'est ça qui était assez particulier de voir la complicité avec laquelle vous arriviez à vous soutenir là-dedans parce que, écoutez, le sévice qu'ils ont subi, c'est qu'ils étaient dans une bassinette, on va dire ça, dans un grenier où on vous a isolé, on vous a... Hey, écoute, vous ne pouviez même pas sortir pour aller uriner. Ça, écoutez, j'étais là. Et les trucs que vous avez pu développer puis à vous aider là-dedans, vous ne pouviez pas manger à la même table que les gens, sauf exception. Il y a des choses et où à l'intérieur de ça, écoute, il y a la partie où ce que je ne peux pas parler, c'est Isabelle, lorsqu'il est arrivé un accident et que la dame où vous demeuriez entre 2 ans et 8 ans, 6 ans, on dit bien, là, elle a pris l'initiative de vous remettre en shape, elle, là, parce qu'elle ne voulait pas que vous alliez à l'hôpital parce que c'était des civistes qu'elle veniez de subir. Comment vous vous êtes mindé? Comment vous avez fait? Comment votre corps a fait? Je comprends pas. Je comprends pas quelle force qui vous habitait à ce moment-là. C'est que je pense que j'avais pas le choix parce que j'étais sur ses ordres à elle. Quand elle me disait « fais ci, fais ça », c'était par menace. Si je le faisais pas, je recevais des coups. Fait que j'étais comme conditionnée à le faire. Sans ça, si je le faisais pas, mais je savais que j'aurais de la douleur, j'aurais du mal parce qu'elle me ferait encore plus mal que ce que j'avais déjà. J'avais déjà beaucoup de douleur juste à marcher parce que j'étais paralysée d'un côté. Fait si je marchais pas, j'essayais pas de le faire, ben elle me donnait des coups encore supplémentaires sur qu'est-ce que j'avais déjà de la douleur. Fait que je marchais beaucoup par condition. C'est sûr que... Par peur, j'imagine aussi. Par peur, oui, par menace. Par peur, puis en même temps, Isabelle, la force qui lui a permis de plonger, c'est que Simone, la marrante, c'est une personne qui la comparait toujours aux autres en infériorité. T'es une pas bonne, t'es une innocente, tu parleras jamais comme du monde, puis t'es rien qu'une ci, une ça. Donc, elle a diminué tout le temps. Et la force d'Isabelle, ça a été de vouloir être comme les autres, de chercher à être normal le plus possible, puis à vouloir se rétablir. Mais l'enfant n'a pas juste fonctionné par la peur, il a fonctionné par le désir de vouloir être comme les autres. OK. Est-ce que c'est ça, puis c'est sûr, on va y revenir, mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on développe une force plus tard pour être capable de pardonner ça? Moi, ça, là, c'est parce que vous êtes retourné voir cette dame-là après quelques années et elle fait plus de dire qu'elle ne se rappelle pas de ça, que c'était pas comme ça. Mais comment vous faites pour vivre? Parce que vous le mentionnez, puis ça, je veux le dire, vous n'avez pas écrit ce livre-là pour accuser qui que ce soit et pour... c'était pas votre but. Non. Votre but de ce livre-là, c'est lequel? Je pense que c'est important qu'on le précise. Le but du livre, ça a été de partager l'histoire hors du commun de 2 enfants qui ont été séquestrés pendant 6 ans. Parce que ces enfants-là, souvent, ne peuvent même pas se rendre à l'âge adulte, être suffisamment en capacité pour écrire leur histoire et la partager. Tout à fait. Donc, déjà, d'être un modèle de résilience pour d'autres enfants ou d'autres adultes
qui ont été martyrisés, qui ont été massacrés, qui ont été blessés dans leur enfance meurtrie, puissent avoir de l'espoir que oui, c'est possible de s'en sortir. Puis oui, les forces de l'humain sont parfois bien insoupçonnées. Bien insoupçonnées. Donc, c'est une image, c'est une histoire, c'est la nôtre qu'on partage pour rendre les gens plus humains, sensibles, vis-à-vis les personnes plus vulnérables. OK. En tout cas, pas peur de dénoncer aussi quand il se passe des choses dans leur entourage, des enfants, personnes âgées, des personnes les plus démunies, de ne pas avoir peur de dénoncer ces personnes-là qui font justement violence envers ces personnes-là. D'avoir une force. Parce que le monde, ils ont peur. Hein? Ils ont peur de dénoncer parce qu'ils disent, si on dénonce, c'est nous autres qui va devenir maltraités à la place des enfants. Mais nous, si on a vécu pendant 6 ans dans des conditions d'horreur, c'est qu'il y en a qui ont vu, mais qui n'ont pas dénoncé. C'est vrai, parce qu'on le voit aussi que vous mentionnez, parce que ça a été, où ça l'a été plus, parce que vous êtes arrivé là vers l'âge de 2 ans, si ma mémoire est bonne, et ça a été lorsqu'il est venu le temps d'aller à l'école, OK? Là où ce que, justement, il y avait des choses qui différaient, parce que on peut pas isoler des gens, puis on peut pas Écoute, vous saviez pas c'était quoi jouer dehors, vous saviez pas, tu sais, on parle de 1965 à 1973, là. Moi, je suis complètement là sur le dos parce que je me dis, ben voyons donc, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de gens qui aient vu ça et qui n'ont pas parlé. Mais oui, vous êtes la preuve que c'est ça. Et en plus, ce que je veux souligner avant que j'aille plus loin, c'est qu'à l'intérieur du livre, il est très bien indiqué à la fin que vous avez des choses, des écrits de la DPJ, de tous les écrits, vous les avez inclus dedans. Donc, on peut se référer, c'est pas dit des choses en l'air, c'est vraiment des faits et des choses qui ont été dites. Donc, je trouve que c'est important de spécifier et de le mentionner parce que des fois, on se dit, voyons, ça se peut pas. Tu sais, on est comme, mais... Et ça, c'est le fait que ça soit comme invraisemblable. Nous, on a décidé, Isabelle et moi, de prendre le dossier des services sociaux, qu'on le demande aux services sociaux, qui nous l'envoient. On avait le droit, effectivement, d'avoir une copie avant l'âge où on a été adopté, c'est-à-dire 12 ans. Et on en a fait une copie exacte du dossier, de façon à ce qu'on voit même l'écriture à la dactylo des gens, des services sociaux, ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils ont observé et tout et tout. Donc, oui, le contenu entre 0, parce que même celui de la crèche est contenu dans ces annexes-là. Donc, oui, tout le dossier véridique est là. Il se retrouve en annexe au livre. Et en tout cas, c'est très bien fait. Je trouve que ça, en tout cas, ça nous démontre encore votre fond que vous voulez faire, puis c'était quoi le but du livre, tu sais. Ça démontre vraiment, on veut aider. Puis je souligne que Mireille travaille pour aider les familles. C'est ça, hein, pour trouver les bonnes familles pour les enfants. Et Isabelle travaille dans le milieu des personnes âgées ou en difficulté intellectuelle ou handicapée, c'est ça? En santé mentale. Ouais. En santé mentale. Donc. J'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps, par contre. Là. OK. 32 ans que je travaillais dans ce milieu-là. C'est des personnes aussi les plus vulnérables de la société. Hein? Dans le sexuel et santé mentale, c'est une type de clientèle qui sont comme défavorisées. Qui sont souvent pointés du doigt, qui ont une différence puis qui n'ont pas droit à la parole. C'est un peu ça. Ils sont abusés aussi. Oui. Et c'est ce que je constate que malgré tout ce que vous avez vécu, avec toutes les choses que vous avez été dans l'aide aux personnes, vous vous êtes dévoué, votre mission de vie était là, elle vous amène, là, c'est inévitable, je pense. Est-ce que ça fait partie du fait qu'on vit certaines choses qui nous amènent, là, vous pensez? En ce qui me concerne, j'ai vécu beaucoup d'impuissance étant la sœur à Isabelle. OK. Isabelle ayant été physiquement très en déficit au niveau physique, moi, j'étais à côté, j'ai tout vu, j'ai tout vu, moi, mais j'ai pas pu rien faire pour l'aider. OK. Et je me suis sentie tellement impuissante et aussi coupable.
de ne pas avoir été en mesure de protéger ma sœur. Donc, pour moi, j'ai porté ça comme un poids sur mes épaules de ne pas avoir été en mesure de la protéger. Donc, ça m'a amené à vouloir protéger tous les enfants que je pouvais protéger. Et c'est ce qui m'a amené à travailler en protection de la jeunesse pendant une vingtaine d'années, où est-ce que les mandats qui m'ont été confiés d'enfants abusés, d'enfants violés, d'enfants battus, d'enfants délaissés, d'enfants négligés, je les ai pris à cœur, ces dossiers-là. Mm-hmm. Et quand on a sorti le livre, certains de ces enfants-là sont revenus me voir. Et ils m'ont dit, Mireille, tu as été une maman pour nous autres. Ça m'a tellement réconciliée avec la vie, avec ce que je pensais comme erreur, avoir fait comme erreur enfant. OK. Moi, pour ma part, c'est sûr que c'était pas au niveau des enfants, mais moi, on dirait que c'était en moi, ça, de vouloir aider les autres, les plus démunis. C'est comme si, pour moi, c'était ma thérapie. En aidant le plus possible des gens en difficulté, c'est comme moi aussi, ça m'aidait intérieurement à me sortir de ma cage intérieure, en voulant dire qu'il y en a d'autres aussi en difficulté. Il faut que je les aide à s'en sortir. OK. Ouais. Mais comment ça s'est produit? Comment vous avez amené ça de on va écrire notre histoire? Ça vient de qui? Est-ce que c'est Mireille? Est-ce que c'est Isabelle? C'est-tu une jonction de toutes les deux? Comment c'est arrivé, ça? Mais disons, c'était vraiment ensemble. On voulait l'écrire à un moment donné, le livre. C'est un rêve d'adolescent. Ouais, les deux. Ouais. C'est un rêve d'adolescente où on s'est dit un jour, on va écrire un livre, on va écrire notre histoire. Et ça l'a roulé avec le temps. À un moment donné, moi, j'avais plus la plume, puis Isabelle avait plus l'ambition d'écrire. OK. Et Isabelle me poussait et moi, je résistais à écrire. Et ça a été dans cette énergie-là où, vraiment ensemble, avec l'ambition et la capacité d'écrire, on a décidé finalement de passer à l'action. OK. Oui, et c'est après, humblement, là, j'ai subi un cancer du sein et quand même avancé en stade et je pensais mourir. Okay. Et le seul regret que j'avais, c'est de ne pas avoir été suffisamment féconde dans ma vie parce que je n'ai pas eu d'enfant. Okay. Et je me disais, ça se fait pas que je parte et que je n'ai pas laissé d'héritage plus que ça de ma personne, de tout ce que j'ai pu vivre. Et quand Isabelle aurait appliqué avec l'idée d'écrire le livre, c'est là que j'ai fait le lien. J'ai dit, c'est comme ça que je vais arriver à assouvir mon besoin de fécondité. OK. Est-ce que ça a été une libération? Souvent, les gens disent, lorsqu'ils écrivent leur livre, leur histoire, est-ce que ça vous a libéré ou le processus était fait avant pour vous? Je ne sais pas si vous avez... Parce que je pense, Mireille, toi, tu le précises, tu avais été consultée, il a fallu que tu ailles consulter pour... Isabelle, je ne sais pas, toi, est-ce que ça a été Oui, ça il a aussi? fallu, c'est certain qu'il a fallu un cheminement moins long que ma sœur, c'est certain. Moi, j'ai fait le Cégep de Capina là, en deux fois avant d'écrire ma version à moi là, de l'écriture parce que moi, il fallait que je sois en paix intérieure. Okay. Parce que écrire le livre puis avoir un bouillon, là, avoir de la vengeance ou encore des remords, je ne m'aurais pas senti bien. Ça aurait été un livre, pour ma part, plus de vengeance. OK. C'est pas le but. On écrit, moi, pour ma part, c'était plus au niveau l'épanouissement qu'on est aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'écrit pas la partie vraiment que c'est passé vraiment à l'âge adulte, là. Mais je pense que l'écriture a aidé une certaine libération, mais était déjà en processus. OK. Puis même encore que le livre a sorti, plus on en parle, mais plus encore, ça nous libère encore davantage. On est moins coincé pour ma part, là. Et puis, le Cégep de Capina m'a permis d'avoir, c'est sûr que tu parlais du pardon tantôt, ça m'a permis de me libérer quelque part quand j'ai fait le pardon avec le cœur, avec l'aide de Dieu aussi, moi je suis croyante. Ça m'a aidé beaucoup
être en paix intérieure. Ouais. Je m'excuse, tu veux-tu juste dire c'est quoi le Sénat de... Le Cénacle. Le Cénacle, OK, excuse-moi. Là, j'étais là, attends un petit peu, c'est un endroit, ça, où tu peux aller te ressourcer ou c'est un endroit où il y a des thérapeutes? C'est aussi par rapport, tu peux y aller pour, tu n'es pas obligé de croire en quoi que ce soit pour aller là, pas nécessairement. C'est surtout une démarche personnelle d'abord parce que toute la semaine, tu es en silence. Okay. Il y a quelqu'un qui t'accompagne à tous les jours pour t'aider justement à savoir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas bien. Tu l'écris à mesure aussi, qu'est-ce que tu veux dire. Mais c'est une démarche à long terme, disons, parce que c'est pas juste... Le pardon se fait aussi après le Cénacle, après la semaine que tu as passée. C'est tout un processus, le pardon aussi. Là. Mais moi, pour moi, moi, je ne me voyais pas faire Je savais qu'il fallait que je fasse une démarche pour moi. Je n'avais jamais fait de thérapie de ma vie. OK. C'est ça qui m'a permis, pour moi, de me libérer, surtout. À travers le livre aussi, ça l'a aidé, mais le processus était déjà fait. Oui, puis c'est normal. Je vais juste aller voir, si vous permettez, pour voir, je vais juste me brancher parce que je veux voir s'il y a des questionnements. Je vais vous dire quelques messages qu'on a. J'ai Christina Grenier qui vous dit « Vous êtes merveilleuse ». J'ai Louise Bolduc. Connaissant déjà Isabelle, je n'aurais jamais pensé qu'elle a eu vécu tout ça étant jeune. C'est vraiment une belle personne que j'aime beaucoup. J'ai Denise Landry qui vous dit « Vous êtes tellement belle et courageuse ». C'est très vrai. J'ai Carole Pajot qui vous dit « Bravo à vous ». Je vais aller voir si j'ai d'autres commentaires. Un petit peu parce que des fois, on ne les voit pas toutes qui s'affichent. Bref, si jamais vous avez des questions, je n'ai pas. Je vais juste poursuivre un petit peu avec vous. On avait arrêté au niveau de... Mais vous avez connu 3 familles environ et des lieux où vous avez été entre chacun qui vous a été transféré. Vous avez été dans des voyons comment on appelle ça, là, que je veux dire. Des centres d'accueil. Merci beaucoup, Mireille. Je ne sais pas ce qui se passe, j'avais un blanc. Et vous avez quand même connu une famille dans laquelle vous avez pu connaître un peu, vous déposer, savoir c'était quoi aimer. Parce que oui, vous avez connu des familles où on vous donnait ce que vous avez besoin sans avoir ce que je trouvais, c'est qu'il n'y avait pas de transmission émotionnelle, d'amour, qu'un enfant a besoin aussi. Là. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas vraiment ça, mais vous avez été dans une famille où vous avez pu connaître cette partie-là. Est-ce que cette partie-là vous a propulsé ailleurs? Est-ce que cette famille-là a fait de vous que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui? Moi, je dirais que oui, à quelque part. Ça nous a permis de dire qu'on est 10 vraiment. OK. Pour moi, je trouvais qu'on était des enfants et non enfants adultes. Parce que les autres foyers qu'on faisait avant, c'est comme si il fallait toujours écouter aux ordres, de faire quoi que ce soit. On n'était pas vraiment des enfants. Tandis qu'à ce foyer-là, moi, ça m'a permis de vraiment être plus lousse, être vraiment des enfants qui s'amusent, qu'on rit. Et puis, quand c'est le temps d'arrêter de faire d'autres choses, oui, mais c'est pas toujours tout le temps sur condition. Puis, oui, c'est un couple aimant. Mm-hmm. C'est un couple qui désirait avoir des enfants. C'est pas par défaut. Ils désiraient avoir des enfants et ils avaient du plaisir d'avoir des enfants et d'aimer des enfants. Mm-hmm. Et ils nous ont laissé cette liberté-là d'être des enfants et cet amour-là qui nous a imprégnés, Isabelle et moi. Puis c'est ce qu'Isabelle dit, ça nous a permis à ce moment-là d'exister pour qui on est et non pas pour ce qu'on voudrait qu'on soit. Mm-hmm. Alors, oui, ça a eu une grande marque, une grande empreinte sur nous, cette famille-là, autant que le déchirement que ça a pu nous laisser aussi, cette famille-là. Parce que l'inverse est aussi vrai. Après qu'on ait lu le livre, on en comprend le sens. Mm-hmm. Ça a été une des grandes trahisons, cette famille-là, la plus grande trahison, selon moi, qui est aussi une forme d'abus. Il y a une chose qui m'a... Parce qu'on voit, même parce que vous mettez
voyons, les papiers de la DPJ, les commentaires qui étaient indiqués, tout ça. Et on ne vous avait pas dit la vraie chose. On ne vous avait pas mentionné la vraie chose. Moi, ma question, là, vous avez travaillé, Mireille, dans un endroit de la DPJ pour les enfants et tout ça. Est-ce que c'est toujours vrai ce qui est mentionné dans les papiers? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose avec lesquels vous faisiez très attention ou que vous portiez attention à ces choses-là, étant donné que vous savez qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites correctement? La question est bonne. La question est bonne. C'est-à-dire comment le travail... dans notre cas qui nous concerne, c'était une travailleuse sociale. Comment cette travailleuse sociale-là a travaillé notre sortie du milieu avec ces parents-là? Et je pense que ça n'a pas été travaillé du tout. Okay. Elle a enregistré l'appel disant que ces gens-là ne souhaitaient plus poursuivre l'hébergement. Elle a tenu compte des raisons qui ont été mentionnées, mais elle ne les a pas outillées sur comment faire pour nous informer qu'ils mettaient fin à leur engagement et qu'on devrait poursuivre dans un autre milieu. Ce travail psychologique-là a été laissé à eux-mêmes, ces parents-là. Alors, ces parents-là, qui étaient d'une bonté, n'ont pas voulu nous faire mal. Alors, ils ont pris un peu le poids de la responsabilité sur leurs propres épaules, sur leur propre santé à eux, pour nous épargner à ce moment-là. Mais 20 ans plus tard, on apprend, puis on a toujours douté, Isabelle et moi, que ce soit la véritable raison qui fait que ça arrive, qu'on ait dû partir de là. Mais 20 ans plus tard, ça cogne tellement fort, mais tellement fort. C'est une trahison du bout des cheveux jusqu'au bout des pieds. Et c'est la colère. Alors que cette page-là était la plus belle de notre enfance, elle est devenue la plus douloureuse et la plus souffrante. Alors, c'est important ce qu'on dit aux enfants, puis de considérer que ces enfants-là ont l'intelligence émotionnelle bien plus grande souvent que des adultes. C'est sûr que comme je pense à Sophie, de manière tu veux dire aussi la question, aujourd'hui, les travailleurs sociaux, est-ce qu'ils écrivent qu'est-ce qu'ils veulent bien écrire dans le dossier, mais nécessairement pas qu'est-ce qui se passe en réalité le en famille d'accueil? Moi, je pense... Est-ce que la voix est plus disciplinée? Est-ce que les gens disent plus les vraies choses ou on est encore porté à camoufler ou à cacher certaines choses pour ne pas blesser les enfants? À camoufler, Madame Sophie. À camoufler, hein? Et à épargner, à tirer dans une ligne, ce qui pourrait être très bien expliqué dans un paragraphe qui décrirait beaucoup plus de plus près la réalité que vivent les enfants. Mais on tente de ménager le chou et la chèvre souvent pour ne pas avoir de retour de plainte de la part de qui pourrait avoir accès au dossier. OK. C'est dommage. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'on éveille sur beaucoup de choses, mais encore, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Puis, je suis contente de voir qu'il y a une personne comme vous qui puisse travailler pour des personnes comme ça parce que, justement, vous leur donnez peut-être voix, parce que vous comprenez plus. Puis, probablement, je prétends que vous devez être très sensible aux non-dits de ces personnes-là. Parce que vous êtes à l'écoute, je suis certaine, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est impossible. Après avoir lu ça, je suis convaincue sans même vous connaître parce qu'on ne s'est jamais rencontrés à part qu'on se fait la rencontre qu'on peut faire. Et l'autre chose qui m'interpellait beaucoup à la suite de la lecture du livre, vous avez revu votre mère biologique. Oui. Comment elle a... Comment je pourrais dire ça? Pour elle, ça a été quoi lorsqu'elle a connu votre histoire? Comment elle a reçu ça? C'est qu'elle n'a jamais lu notre livre, premièrement. Elle ne voulait pas le lire non plus parce qu'on y avait déjà aussi, quand on l'a rencontré, elle dit qu'on avait eu une enfance malheureuse et jamais rentré vraiment dans les détails de notre passé, de notre enfance. Et elle, c'est comme si elle ne voulait pas retourner en arrière, qu'elle nous a abandonnés parce qu'elle s'en tirait trop coupable, puis qu'elle tomberait en dépression parce que c'était une madame qui souffrait beaucoup intérieurement parce qu'elle n'a pas juste abandonné nous autres. Là. Non, oui.
On le comprend au niveau du livre, ça aussi. Oui. Et puis, suite à ça, c'est qu'on l'a respectée dans son cheminement à elle. C'est qu'elle sait, est au courant. Puis quand on passe dans les médias ou sur notre page Facebook, bien souvent, elle like nos images, nos publications. Mais ça lui a permis de faire un bout aussi à cette femme-là, parce que cette femme-là était dans une misère indescriptible et elle a eu effectivement des enfants. Elle les a confiés, ces enfants-là, et non pas abandonnés, mais elle les a confiés dans l'espoir que ces enfants-là soient plus heureux. Mais 30 ans plus tard, quand ces enfants-là cognent à la porte et lui expliquent qu'ils ont été des enfants probablement publicisés pour leur martyr, elle s'en veut, c'est incroyable. Elle a une culpabilité épouvantable. Et le livre a permis à cette personne-là de cheminer dans le sens que de départager le geste, c'est-à-dire de confier des enfants et de comprendre aussi que c'est pas elle qui est responsable de ça, mais c'est bien l'État, la société, c'est l'État, les services sociaux qui en sont responsables de ne pas avoir suivi d'assez près notre situation comme enfant. Parce que quand on fait une rencontre aux années et demie, et puis quand on confie des enfants à une famille pour adoption, puis que finalement, après 5 ans, l'adoption n'est toujours pas passée, c'est parce qu'on dort sa switch, puis c'est parce que finalement, il y a des professionnels qui ne font pas leur job. Alors, cette personne-là, notre mère, ça lui a permis de voir qu'entre ce qu'elle a fait, elle, puis ce qui appartient aux autres aussi, elle n'en est pas responsable. Elle est responsable d'avoir voulu notre bonheur, mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, c'est une fierté pour elle, par exemple. C'est une fierté, oui. Parce qu'elle a cheminé. Oui, puis de ce livre-là qui est sorti pour elle, c'est une fierté de dire hey, vous avez sorti ce livre-là pour justement sensibiliser les gens que oui, c'est important. C'est une maman qui aime tellement les enfants. Là. Cette femme-là, c'est une bonne mère, c'est une bonne grosse maman. Elle est la bonté même, elle ferait pas mal à une mouche. C'est une personne qui a une connaissance sur tout en général. Elle a été vraiment malchanceuse, puis elle avait aussi ses difficultés à elle, du temps, mais elle a jamais souhaité ça pour nous. Mais si on croit peut-être qu'on a un destin, alors notre destin, c'était de vivre l'histoire des jumelles martyrs, puis d'arriver à être capable de s'en sortir, Isabelle et moi, aussi en santé mentalement, au niveau moral, au niveau de nos capacités. Puis on a toujours été des fonceuses, Isabelle et moi. Ça a été, on ne fait pas les choses à moitié, on est des femmes passionnées. De sortir le livre, oui, on avait grandi avant de le sortir, mais c'est énorme de sortir son histoire. Quand on dit que publiquement, tout le monde connaît notre histoire, c'est énorme, mais c'est énormément de bien que ça nous a fait parce que ça nous a sorti des murs de notre prison intérieure. Parce que Écoute, je trouve ça super intéressant. Je continuerai pendant des heures. On est déjà... oh non, on peut continuer encore un peu. Écoute, je pensais que j'avais dans l'idée, mais ce qui me surprend, OK, Mireille, beaucoup, c'est que quand on lit le livre, Mireille, c'est la seule qui est la plus réservée, qui parle pas. Et là, c'est tout le contraire. on voit une différence. Et je trouve ça le fun parce qu'on voit vraiment le cheminement qui s'est fait, le processus qui vous a amené justement à dire on est sorti de notre prison et tu utilises vraiment les bons termes, selon moi, qui font en sorte que on peut pas croire que vous en êtes pas sorti. Moi, ce qui me travaille, comment, puis je reviens, puis je sais que tantôt je l'ai posé, Isabelle en a parlé un peu, mais comment on arrive à laisser ça derrière? C'est sûr que c'est un bagage qui va vous suivre toute votre vie, mais comment on arrive à faire la paix avec ça, puis de dire, je vais réussir ma vie, parce qu'Isabelle, t'as une fille, toi. Tu sais, comment, est-ce que tu as eu des craintes à ce moment-là quand ta fille est venue au monde? Tu sais, comment on fait pour rapporter ça, ce message-là, porter ça avec nous, puis notre enfant, tu sais, est-ce qu'il y a des craintes qui sont des fois déraisonnées?
par rapport à lorsqu'elle va commencer à sortir ou lorsqu'elle vieillit ou lorsqu'il y a des gens qui s'approchent d'elle? C'est drôle, hein? J'ai pas eu ces craintes-là quand elle est née. J'ai eu ces craintes-là quand j'étais enceinte d'elle. OK. C'est que j'ai pris ça naturellement. Moi, je me disais, avant qu'elle naisse, est-ce que je vais être capable de répondre à tous ses besoins? Étant moi-même hypothéquée, étant jeune, moi, je vais-tu être apte? Est-ce que je vais être assez responsable, assez dans mon complet d'être humain, de pouvoir lui donner tout l'amour que moi, j'ai pas reçu? Mm-hmm. Est-ce que je vais être capable de lui donner tout ça? C'était plus ça. Puis quand elle est née, on dirait que c'est venu naturellement. Tout est venu comme apaisé. J'ai accueilli ce petit être-là. C'est fait naturel. Puis, j'avais plus de crainte après. Je me disais, ça ira au fur et à mesure. OK. J'étais peut-être une personne un peu moins disciplinée, par exemple, puis donner des règles. Ça, là, je me disais, j'avais un peu plus de la difficulté à mettre des règlements. À la frustrer. Ouais. Parce que Mireille, c'est la marraine. OK. Et Mireille, de ton côté, lorsque tu as subi l'agression en très bas âge, là, je ne sais pas quel âge. 5 ans. Écoute, comment on peut réussir à pardonner ça? Ça, pour moi, on ne pardonne pas. Hein? Non. Okay. Moi, je ne suis pas arrivée à la même place qu'Isabelle. OK. Moi, je me souviens très bien de ces événements-là. Et je vais parler pour moi. Moi, je ne suis pas arrivée à pardonner. OK. La méchanceté fait partie de la nature humaine et j'ai passé à travers, j'ai été moulée à travers la méchanceté et à travers ce traumatisme-là au niveau sexuel. Et non, je regrette. Ça dépasse la grandeur. Ça l'a dépassé la grandeur de mon âme. Mm-hmm. Cet événement-là, et ça m'a défoncé dans l'âme. Mm-hmm. C'est impardonnable. Je ne suis pas capable, dans ma condition humaine, de pardonner. Moi, c'est ma couleur, c'est ma réalité. Mais je leur en veux pas. Est-ce qu'après coup, là, moi, ça m'a. Je disais, je peux pas croire qu'il n'y a pas personne là-dedans qui se rendait compte qu'il se passait ça, là. Et faut-tu être sourd? Tu sais, la dame Simone, là, je peux pas concevoir que. Elle a fait de l'aveuglement volontaire. Hey, elle ne voulait pas voir le problème. Elle ne voulait pas parce que dans sa mentalité, puis on le dit bien dans le livre, psychologiquement, elle isolait ces gens-là de nous. Mm-hmm. Il n'y avait pas le droit de nous toucher. Non. Regardez, on parle des jumeaux, là, oui. Que ces jumeaux-là aient transgressé ces règles à elle, elle ne voulait pas voir ça, qu'elle n'était pas respectée dans son autorité. Et bien sûr qu'elle était au courant, mais la négation a été plus forte. Et encore aujourd'hui, cette dame-là vit et on irait la voir ensemble, puis elle nierait encore que c'est vrai. Ouais, son image aussi qu'elle tenait, là. L'image, elle avait une double personnalité, dans le fond, là. Devant les autres, elle montrait qu'elle était bonne, souriante, que tout se passait très bien. Mais après ça, quand le monde s'en allait, les travailleurs sociaux ou les gens qui venaient acheter des catalogues, n'importe quoi, après ça, c'était entre quatre murs. Tu sais jamais ce qui se passe vraiment. Hein? C'est jamais raconté quand que les autres s'en vont. Mais là, elle avait un autre visage, une autre image. Là, c'était sa vraie personne. Qu'elle n'aurait certainement pas frappé ses garçons. Oui, on voit que c'était beaucoup plus... en tout cas, je comprends pas cette partie-là, parce que pour moi, des enfants, c'est des enfants, mais je pense qu'on a... Mais est-ce que vous croyez qu'il y a encore des gens, ces temps ici, là, on parle pas quand même là, de si longtemps, mais qui croient ou qui pensent encore de cette façon-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a des sévices comme ça qui peuvent se produire encore aujourd'hui? C'est Madame Sophie. Pardon? Ça existe plus que vous le croyez. Oui. Vous savez pas idée combien est-ce qu'il y a des enfants qui sont encore aujourd'hui abusés, mais d'une façon inconcevable.
regardons les journaux. Il y a eu une augmentation de 15 des signalements au Québec des enfants référés à la protection de la jeunesse. On est 14 centres administratifs au Québec de centres jeunesse pour la protection de la jeunesse. Ils n'arrivent pas à traiter les signalements d'enfants négligés, d'enfants abusés, d'enfants violés, d'enfants dopés, d'enfants drogués. Ils font des triages. C'est incroyable. C'est la souffrance des enfants. Il faut vraiment travailler dans la maison des horreurs, dans la maison du centre jeunesse avec le DPJ pour comprendre combien qu'en 2019, ça existe plus qu'on pense des enfants qui sont battus encore aujourd'hui. On prend encore l'exemple de la petite fille de Grande-Bay, mais il y en a plusieurs d'autres enfants de cette situation, qu'elle est décédée. Mais il y en a d'autres qui sont aussi intenses, sinon plus, encore qu'elles, qui sont en milieu famille d'accueil ou de leurs parents naturels, qui sont comme cette situation à elle, là. Il y en a plus qu'on pense. Ouais. Puis, est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence avec ça? Est-ce que vous pensez que ça va éveiller des gens? Est-ce que vous avez espoir à ce niveau-là Faut garder espoir, oui. Oui, hein? Mais c'est un travail de solidarité, hein? C'est pas juste de dénoncer, c'est les voisins, quand ils vont à l'école, n'importe qui peut dénoncer des situations comme ça. Il y en a qui disent, moi, j'ai déjà fait une plainte à DPJ, mais ils en ont pas tenu de compte. Mais il faut tout le temps persister. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut, peut-être, on ne sait pas, juste des fois, une personne qui dénonce, mais ça l'aide aux autres aussi à pouvoir faire la même chose. C'est un travail d'équipe. C'est pas seulement le livre des jumelles martyrs. Le livre des jumelles martyrs vient ajouter aux gestes que bien d'autres gens travaillent pour sensibiliser à la violence des femmes, à la violence faite envers les personnes âgées, l'abus fait envers les personnes âgées, la violence faite aux enfants. L'histoire des jumelles martyrs, c'est une histoire vivante qui vient s'ajouter à d'autres influences de gens qui travaillent dans ces domaines-là. Et oui, on pense que ça l'a aidé à faire une différence puisque des gens sur notre site qui sont professeurs ou qui sont éducatrices en milieu de garde qui ont lu notre livre et qui nous disent « Hey, à ça, j'ai lu votre livre, on va surveiller d'encore plus près ces enfants-là qui sont réduits au silence, qui sont obligés de garder le secret parce qu'ils ont peur d'avoir encore des coups supplémentaires. Il faut dire que les enfants, eux autres, ne peuvent pas dénoncer. Non, c'est ça. C'est ça, sont contraints. Les autres qui ont la puissance de pouvoir dénoncer et non ceux qui sont victimes. Et suite à votre livre, OK? Vous avez sûrement, puis suite à votre page, vous avez sûrement reçu des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui vous jugeaient d'avoir fait ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires un peu comme... Ils ont fait ça. Pardon? Excusez. C'est correct, Mireille. Je vous sens tellement dans votre énergie de... c'est compris, fait qu'allez-y, j'ai pas de problème avec ça. Je veux savoir les commentaires que vous avez reçus. Qu'on a partagé notre livre pour des mauvaises intentions? Non, sans que ce soit des mauvaises intentions, mais comment que c'est reçu? Est-ce que vous avez la réception que vous attendiez? Je vais y aller comme ça. Ou si vous avez eu des commentaires peut-être limites. C'est sûr qu'en général, c'est très bien reçu. OK. On trouve qu'on est des personnes vraiment courageuses. En être sorti presque idem comme on est aujourd'hui, épanoui. C'est sûr il y en a toujours qui des commentaires négatifs, c'est certain. Mais en général, c'est toujours été quand même assez bien reçu. Comme commentaire négatif, on dirait que pourquoi vous n'êtes pas allé dénoncer? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé à la justice? Il manque, de votre livre, il manque ce côté-là. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Les gens auraient voulu que vous vous battiez à travers ça, que ce livre-là, ou que vous racontiez que
vous aviez fait payer ces personnes-là. Je pense que c'est plus ça, leur rage intérieure, la colère que ça soulève, parce Oui. que je dois dire, moi, en tant que lectrice, là, que j'ai pris 4 heures, je l'ai lu de bout à l'autre, et c'est comme inimaginable qu'on ait vécu ça, que vous ayez vécu ça dans cette période de temps-là, puis que justement, qu'il n'y ait pas rien eu, puis qu'ensuite, on vous voit, vous êtes capable de vous libérer à livrer ça, mais à la fois, on se dit, comment ils font? Comment ils font? Est-ce qu'on reste pas dans une certaine réticence, une crainte des gens? On reste-tu avec un dégoût de certaines choses? On est-tu plus vigilant pour les enfants? Il y a un paquet de questions qui nous manquent, là. Je pense que oui, il y a des séquelles et oui, on apprendra toujours à vivre avec. On ne peut pas se sortir indemne, comme si on n'avait jamais passé à travers l'enfer. Mm-hmm. Oui, on a vécu l'enfer et oui, on n'est pas arrivé à laisser ça en arrière. On est arrivé à le surmonter. OK. Et de jour en jour. C'est une bataille de jour en jour. C'est une bataille continuelle. Des séquelles de. Maintenant, pourquoi on n'est pas allé vers la justice? Pourquoi on n'a pas amené ça devant les tribunaux? Ben, quand Isabelle et moi, on s'est retrouvés à 20, 22 ans, on s'est posé sérieusement la question. Qu'est-ce qu'on fait avec notre histoire? Est-ce qu'on poursuit les services sociaux? Est-ce qu'on poursuit ces gens-là? Et il est ressorti clairement, 30 ans avant, là, il y a 30 ans, on se posait cette question-là. Ouais, il y a 30 ans, on se disait, Isabelle, si on sort notre histoire, le tribunal ne croira pas parce que le tribunal a besoin de preuves. Oui. Et des preuves irréversibles dans le sens que c'est irréfutable. Il faut que ce soit sans aucun soupçon de doute, 100%. Et ça, comme enfant, quand tu as vécu l'enfer, puis qu'en plus, tu as le poids et le fardeau de devoir démontrer que tu l'as vécu, nous, on a eu peur, Isabelle et moi, de perdre notre temps, des belles années de notre jeunesse, pour se perdre dans les dédales du tribunal au lieu de construire un avenir, notre avenir, puis de pouvoir un jour en profiter. C'est là où ce que nous en sommes aujourd'hui. On a décidé à ce moment-là de construire notre avenir, d'aller suivre les cours qu'on avait à suivre, de faire le métier qu'on aime, et on est rendu aujourd'hui tout près de notre retraite, puis aujourd'hui, on en bénéficie. Et l'important, c'est même si le tribunal avait dit un jour, oui, les jumelles Grenier, on vous croit, c'est ce que vous avez vécu, même si ça avait été derrière les barreaux, ça nous aurait donné quoi? Nous, on sait que tout ce qu'on a dit est vrai. Mais en même temps, ce que je dis, c'est que nous autres, ça a été notre démarche de libération. Mais peut-être que pour d'autres qui nous écoutent en ce moment, leur chemin de libération, c'est de passer à travers le système de justice. Puis que c'est vrai, puis que ce sera bon pour eux autres. Mais pour nous autres, ça ne s'est pas appliqué. Nous autres, notre satisfaction, c'était pas dans l'esprit de vengeance, si on a fait ce livre-là. Les autres, ils vont avoir, peut-être d'autres vont avoir une satisfaction en allant en justice. Mais nous autres, on ne savait pas non plus que le système de justice aujourd'hui, hein, c'est vraiment de la bullshit, là. Il faut se le dire. Et puis, nous autres, jeunes adultes, on était tous les deux, on voulait aider le plus possible des gens. Fait que, en ayant en justice, en combattant des années contre nos agresseurs, on aurait passé peut-être notre vie adulte, là, justement, démolie. Puis c'est ressasser ça tout le temps, j'imagine aussi. Ben oui, c'est ça. C'est pas construisant, c'est pas solidifiant, c'est pas nourrissant. Alors moi, dans ma démarche, ça a été de consulter pendant des années un thérapeute qui m'a grandement aidée puis qui m'a sauvé la vie. Parce que comme travailleuse sociale auprès d'enfants qui ont vécu dans des situations semblables, ça m'effritait jour après jour. Et c'est venu réveiller aussi des traumatismes qui étaient endormis, qui étaient en quelque sorte paralysés chez moi. C'est venu réveiller cette souffrance-là.
a fallu que je sois suivie tout au long de ma carrière pour effectivement m'assurer que je demeure en santé. Puis, mais en même temps, ça m'a pas préservé du tout de la dépression. Ça m'a pas préservé de problèmes d'insomnie. Ça m'a pas ça m'a tenu aller, mais on pense pas à travers un vécu comme on a vécu avec brio puis sans jamais pleurer. C'est pas vrai. Mhm. Oui, Mais vous êtes humaine, là. Puis, tu sais, oui. il y a une question que je me disais, vu qu'Isabelle verbalisait beaucoup plus, qu'elle sortait sa colère, est-ce que c'était plus facile est-ce que votre thérapie, justement, à vous, a été différente, puis de façon, parce que c'est sûr qu'on vit chacun notre façon, mais je veux dire, vu que Mireille, elle gardait tout en dedans, est-ce qu'à un moment donné, ça a juste pas fait pouf, justement, de il faut que ça sorte, il faut que ça explose, tandis qu'Isabelle, c'était comme partie de vous, c'était plus de la colère, vous aviez à sortir? En parlant de Mireille? En parlant de vous, Isabelle, parce que Mireille, c'était plus intériorisé, fait qu'elle, ça s'est vu, tu sais, elle est allée en thérapie, on voit qu'elle a, il a fallu qu'elle aille le sortir, justement, dans l'intérieur d'elle, parce qu'elle la paralysait à beaucoup de niveaux, je suis certaine. Mais vous, vu que vous étiez très explosive, je dirais, vous étiez plus dans une certaine colère, que vous exprimiez, puis que vous faisiez votre place, est-ce que vous êtes la première des deux jumelles? Mireille, la première. Ah oui, en plus, c'est drôle. Et puis, mais c'est ça, est-ce que pour vous, ça a été justement plus différent? Vous avez eu besoin d'aller dans le silence pour vous recueillir, pour aller chercher, puiser en dedans de vous? C'est que moi, je suis une personne très différente au point de vue de personnalité que ma sœur, par exemple. Mm-hmm. Moi, il va arriver des frustrations. Il faut que je le tamise, le tamiser parce que moi, oui, j'ai toujours été une personne plus, Impulsive. oui, impulsive, puis il fallait que ça sorte. OK. Moi, j'ai commencé ma thérapie à travers comme ça, en étant tout le temps à extérioriser mes frustrations, mes émotions, tout ça, je le sortais. À un certain moment, mais à un moment donné, à l'adolescence, je me suis fait, on s'est séparés. C'est sûr qu'à un moment donné, oui, c'était moi la fille la plus intérieure qui refoulait plus mes émotions quand j'étais en famille d'accueil. Ça m'a pas aidé du tout, mais j'ai passé quand même à travers, mais je suis encore comme ça aujourd'hui. Je suis une fille que si il y a il y a quelque chose qui se passe, mais il faut que je le verbalise. Des fois, ça sort de travers, mais souvent, ça sort de travers, mais alors, je me reprends. J'ai déjà pardon, ben je là, suis là pour y dire, tu sais, calme-toi Isabelle, là, fais ta Mireille, là. Mais vu que j'ai passé à travers un gros pardon, je suis capable de dire, ben là, je te pardonne Mireille, ou je te pardonne. Vous êtes belles, les filles. Écoutez, je continuerai pendant des heures. Je suis heureuse que vous ayez été là. J'aimerais que vous finissiez ça en me disant qu'est-ce qu'on peut vous offrir de mieux, vous souhaiter de mieux, de plus beau pour la suite de tout ça. Mais là, la suite. Moi, humblement, ce que je souhaiterais, c'est des gens qui viennent me témoigner qu'après la lecture de notre histoire, on a fait une différence dans leur vie et ça a fait en sorte de sortir d'autres enfants de leur misère. Okay. Parce qu'ils ont dénoncé. C'est vraiment ce qu'il y a de plus grand qui pourrait arriver sincèrement, honnêtement. C'est l'impact pour briser le silence autour de la violence des enfants. Okay. C'est le plus beau cadeau. Moi aussi, je pense que c'est une satisfaction de savoir qu'il y en a d'autres personnes qui ont pu dénoncer et puis que ces enfants-là se retrouvent dans des mains de familles d'accueil plus saines, plus épanouies. Mm-hmm. Je trouve ça important, oui, que le monde soit plus solidaire entre eux, mm-hmm. Qu'il y ait un réseau, qu'on ne mette pas juste la faute sur les travailleurs sociaux aussi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que c'est un travail de tous. Ça, c'est exactement ce que vous dites. Puis si les gens voient des choses, ben, de ne pas hésiter. Hein. Je pense que c'est assez important. Écoutez, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé aussi en toute vulnérabilité, excusez, j'ai de la misère, en toute vulnérabilité, puis avec toute... moi, je vous souhaite du bonheur, les filles, puis du bonheur avec chacun de vos conjoints, avec vos enfants. Partagez
Puis, je vous souhaite que les gens puissent aller vous voir sur votre page des Sœurs Martyrs. Si vous faites différents salons encore avec votre livre, je vous souhaite du succès parce que je pense que vous allez faire une différence avec ça, vraiment. Ah ben, merci beaucoup, Merci, Sophie, hein, de nous avoir reçus. Oui. On l'apprécie beaucoup. Je vais juste retourner voir des fois qu'on aurait d'autres commentaires avant de quitter. Je n'en vois pas, j'ai juste 9. Peut-être que sur votre page que moi, je n'ai pas accès, que vous l'avez partagé, vous en aurez. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rejoindre Isabelle et Mireille. Ils vont pouvoir vous répondre. Allez sur leur page, les jumelles martyrs. Moi, je dis toujours les sœurs, je m'excuse, mais c'est les jumelles martyrs. Vous allez pouvoir, et procurez-vous le livre sans plus tarder. Je vous dis, c'est pas super facile à lire. Je vous le dis, il y a des bouts que c'est difficile. On va le fermer, on le rouvre. Mais je vous garantis, vous verrez pas les choses de la même œil, puis vous allez rester les yeux ouverts pour les enfants et les personnes qui ont des différences. Je vous embrasse les deux, puis je vous dis à la prochaine. Bye! Bye bye!